Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Madame la présidente du comité pour la sauvegarde de la République, Madame la coordonnatrice du pôle anti-corruption, Mesdames et Messieurs les responsables, chers invités en vos rangs, ces grades, fonctions respectives, tout protocole observé, vous qui nous suivez en mode virtuel, chers tous, mesdames et messieurs, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi-même et pour le service de renseignement financier de vous accueillir en ces lieux dans le cadre de cette présentation de notre rapport annuel 2019. Rapport annuel qui a dû être présenté dans les délais fixés par la loi, mais compte tenu de la pandémie qui a sévi à Madagascar comme partout ailleurs, on a dû donc reporter cette présentation et c'est au jour d'aujourd'hui qu'elle a pu se tenir. C'est un plaisir de vous accueillir ici, d'autant plus que c'est la première fois que le service de renseignement financier vous accueille dans les bâtiments qu'on a fini de construire en 2019 et donc il va appliquer durablement ce service. Et c'est d'autant plus un honneur pour moi que la construction de ce nouveau bâtiment s'est achevée au terme du mandat qui m'a été confié depuis 2016. Sans plus tarder, je vais procéder à la présentation du rapport annuel du service de renseignement financier. Par la suite, vous êtes priés de mettre des remarques, des observations, ou alors de demander des éclaircissements sur des points qui vous semblent pas clairs. Mais dans tous les cas, j'espère que à l'issue de cette présentation, vous aurez pris connaissance de ce que nous on a fait durant cette année 2019, mais également des perspectives que nous donnons à cette mission qui est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc pour l'année 2019, Madagascar a enfin pu présenter son rapport de progrès. Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est en fait une obligation qui a découlé de notre adhésion à l'assemblage et à l'issue d'une évaluation mutuelle effectuée donc par les pays membres de cette organisation. Madagascar a été placé dans une procédure de suivi renforcée et donc doit effectuer annuellement un rapport de progrès. À l'issue de cette première présentation, il a été recommandé que Madagascar fasse l'objet d'une assistance technique. Ce fut fait en novembre 2019 et donc une mission d'assistance technique a été dépêchée par les Sandlag à Madagascar et a émis donc des recommandations. Il s'agissait de préparer Madagascar à mieux aborder une procédure d'évaluation mutuelle, à mieux rédiger ces rapports de progrès et à demander demander une réévaluation des notes d'évaluation. Et donc, l'objectif pour nous est de sortir de cette procédure de suivi renforcée dans laquelle on a été placé officiellement depuis juin 2018. Autre fait marquant pour 2019, vu l'adoption et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, cette loi a été promulguée le 13 février 2019 et donc entrée en vigueur de 2 jours. 2019 a également été marqué par l'adoption d'un texte sur le recouvrement des avoirs illicites et le syndicat en tant que partie prenante dans la lutte contre la corruption, donc a pris part à
à la rédaction du projet qui a servi de base à l'adoption de cette ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites. Madagascar également est entré dans une phase de finalisation de son évaluation nationale des risques, laquelle évaluation, combinée avec l'évaluation mutuelle dont on a fait l'objet, donc va nous permettre de mettre en place la future stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et cela, on va en parler davantage un peu plus tard. Sinon, comme je vous ai dit au début, c'est l'année de la construction de ce nouveau bâtiment qui nous accueille actuellement. On l'a terminé en 2019 et donc on a commencé à occuper officiellement ce bâtiment au début de cette année. Voilà. Sinon, pour le SAMIFIN, la procédure de candidature et d'admission au complément suit toujours son cours, a été notamment interrompue par les restrictions liées au Covid-19. Pourquoi? Parce que la visite sur site n'a pas pu être effectuée du fait de la fermeture des frontières. SAMIFIN a également pu finaliser le projet plateforme numérique centralisée. C'était en 2019 et 2020. On est dans une phase d'opérationnalisation et certaines entités d'enquête de police judiciaire ont déjà commencé l'exploitation de cette plateforme numérique centralisée. Sinon, SAMIFIN a adopté une politique de digitalisation et d'informatisation de ses interactions avec ses correspondants. Et ça a été initié donc en 2019 avec le développement d'une plateforme nommée Gateway qui nous permet d'échanger numériquement avec les banques et avec le projet plateforme numérique centralisée ainsi que la mise à jour de cette plateforme Gateway. On va de plus en plus vers cette digitalisation. Sur la situation de Madagascar par rapport au standard GAFI, j'ai parlé tout à l'heure de la procédure de suivi renforcé. Suivi renforcé, en fait, c'est une procédure pour les pays qui n'ont pas accompli suffisamment de progrès dans le cadre du renforcement de son mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Donc, à l'issue de la présentation de notre rapport d'évaluation, il a été décidé que Madagascar soit placé dans cette procédure à cause des défaillances dans notre système de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Depuis, on a fait des progrès, on a adopté des textes dans le sens de l'amélioration de ce dispositif anticorruption. Je parlais tout à l'heure de la nouvelle loi anti-blanchiment, de l'ordonnance sur le recouvrement des avoirs illicites, mais nous serons toujours appelés à continuer, à persévérer dans cet effort de renforcement du système pour que, au final, on sorte de cette zone inconfortable qui est la procédure de suivi renforcé, qui est la porte ouverte, en fait, pour être placé dans une liste des pays à risque par rapport aux flux financiers illicites. On parle pour d'autres pays tels que notre île voisine de l'île Maurice, on parle de liste grise et même de liste noire, et Madagascar n'a vraiment pas intérêt à intégrer une quelconque liste eu égard aux difficultés économiques dont on fait face, mais surtout par rapport à nos ambitions de développement et de progrès. Sinon, des efforts ont été menés sur la conformité technique, mais toujours dit qu'il faudra les renforcer, mais il faut aussi persévérer dans l'aspect effectivité du dispositif anti-blanchiment. Donc, pour terminer sur cette évaluation de Madagascar,
je dirais que sur le volet blanchiment de capitaux, Madagascar a été évalué donc en risque élevé, tandis que sur le volet du financement du terrorisme, on est évalué comme représentant un risque moyen, ce qui nous laisse toujours une marge pour renforcer et améliorer notre dispositif. Venons maintenant aux réalisations et aux activités opérationnelles. Tout d'abord, le volet sensibilisation. Alors, Madagascar le SAMIFIN a donc mené des activités de sensibilisation dans les régions pour l'année 2019. Et donc, si bien à Fort-Dauphin, Mourna, Manakar et Farafanga, on a rencontré donc des entités, les représentants des entités, soit du secteur public, comme les autorités judiciaires et policières, du secteur privé, les banques, les opérateurs dans la téléphonie, et la société civile n'était pas en reste au cours de ces ateliers où nous avons mené des sensibilisations pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, mais surtout, nous avons essayé de nous coordonner avec ces entités, parce que le SAMIFIN, en étant un service de renseignement financier, a besoin de cette coordination pour les échanges d'informations et les suites à donner aux rapports que nous transmettons aux différentes entités, que ce soit judiciaires ou administratives. Donc, 4 régions ont fait l'objet d'activités de sensibilisation au cours de l'année 2019. Sinon, des formations ont été dispensées à l'endroit de différentes entités et correspondants, telles que la CSPF, les entreprises et professions non financières désignées, et ainsi que d'autres entités de coordination, de supervision par rapport donc à la prévention du blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Des formations ont été faites sur justement la fonction supervision et régulation, et on a eu aussi des formations avec des entités comme la Direction générale des impôts, du Trésor, la Direction générale des douanes, le CSPF évidemment, sinon les entités de supervision, donc dans le cadre des enquêtes de police judiciaire telles que la Direction générale de la police nationale et le commandement de la gendarmerie nationale, ou alors l'Agence nationale pour la filière or ou alors. D'autres formations avec les institutions financières et les entités déclarantes au niveau des assurances. Et enfin, la formation avec les futurs enquêteurs de la gendarmerie nationale en matière économique et financière. Autre activité auquel on a participé, c'est la gestion de stock au niveau de l'École nationale d'informatique et la mise en place d'une bibliothèque virtuelle immédiate. Et sinon, la participation du SAMIFIN au salon de l'automobile, où on a eu quelques 200 visites. D'autres activités opérationnelles toujours, on a participé à la journée de célébration de la lutte, journée internationale de célébration de la lutte contre la corruption, axée sur le thème célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, lutter contre toute forme de corruption, richesse nationale pour la future génération. Ça s'est passé à Tuléar et donc le SAMIFIN a été représenté donc, au cours de ces événements de célébration, tout en participant à d'autres événements qui se sont déroulés dans la capitale, tels que la conférence débat auprès de l'ISCAM sur la corruption en finance. La question était donc posée, est-ce que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une option ou est-elle obligatoire? Voilà en ce qui concerne les activités de sensibilisation, des réunions, mais on va rentrer dans l'exploitation des informations confidentielles. Donc le service a été saisi de 436 déclarations au cours de l'année 2019 dans 267 éléments des banques
Mais d'autres entités déclarantes commencent maintenant à nous faire parvenir des signalements tels que les bureaux de change, quelques 74 informations transmises, les assurances, la Poste Malagasy et les établissements de monnaie électronique, sans parler d'autres sources que permettent justement la nouvelle loi anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. 205 déclarations d'opérations suspectes ont été transmises dans 57 classes mensuelles et 148 transmissions au niveau des différentes autorités, aussi bien judiciaires que administratives. Pour la plupart de nos transmissions, c'est auprès donc, du pôle anticorruption à Tananarive. Que 61 dossiers ont été transmis pour le compte de l'année 2019. Sinon, pour le reste, ça a été transmis donc, au niveau des différents tribunaux de première instance, tels que en Tsaranan, en Tala, en Batlan, en West ou en Banz. Comme à notre habitude, nous allons vous présenter maintenant quelques typologies des infractions dont on a été saisi et les infractions qu'on a pu relever donc, dans le cadre de nos exploitations. Donc le cas numéro 1 concerne une personne politiquement exposée, entendez par cela une personnalité occupant une haute fonction qui a commis donc des actes qui pourront être qualifiés d'abus de fonction et de trafic d'influence dans le cadre de l'attribution de contrats de marché public. Donc, par instruction verbale, cette personne influente donc, a émis des instructions pour que l'attribution des marchés soit orientée, ce qui fut fait par la personne responsable des marchés publics qui a abusé de l'utilisation de critères dans l'attribution des marchés. Il y a eu donc l'utilisation d'hommes de paille comme nous avons l'habitude de nous exprimer dans le jargon. Entendez par cela des personnes à qui on attribue des sociétés, mais au final contrôlées par une seule personne qui soit l'intéressé à la fraude, comme on dit. Donc, utilisation d'hommes de paille pour l'attribution des marchés et l'utilisation également de comptes de passage qui vont accueillir les paiements émanant du trésor public et ces comptes vont faire l'objet donc une fois que les sommes ont été virées sur ces comptes, il va y avoir donc des retraits en espèces. Donc au final, on a relevé comme infraction d'origine l'abus de fonction, le favoritisme et trafic d'influence. Et évidemment, les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure font état donc de pratiques de blanchiment de capitaux, blanchiment donc des fonds qui ont été reçus dans le cadre de la commission de ces infractions. Voilà pour le premier cas. Le cas numéro 2 maintenant concerne l'attribution de permis d'exploitation, de transport et d'exportation de ressources naturelles moyennant le paiement d'une somme d'argent, paiement de somme d'argent d'ailleurs, pas qu'une seule somme d'argent, paiement de somme d'argent en espèces, et ça concerne les secteurs miniers et forestiers qui normalement ne pouvaient pas faire l'objet d'exploitation, mais justement qui ont fait l'objet de ces permis moyennant corruption manifestement. Après quoi, les fonds qui ont été obtenus de ces pratiques-là ont fait donc l'objet ont été convertis en importation de marchandises et de produits qui, au passage, ont bénéficié d'exonérations et franchises en matière fiscale et douanière. Et du coup, ça a permis à ces opérateurs de vendre ces marchandises à un prix anormalement bas par rapport au cours normal dans les secteurs concernés.
d'où un manque à gagner déjà pour l'État par rapport aux droits et taxes qui auraient dû être payés, et une situation de concurrence déloyale au niveau donc, des secteurs concernés par ce trafic. Et évidemment, ceci nous amène à conclure donc déjà de l'abus de fonction, des franchises et exonérations illégales et comme infraction d'origine, des fraudes douanières et fiscales, et enfin le blanchiment à travers donc la reconversion des fonds qui ont été reçus donc, dans le cadre d'une importation de marchandises pour les vendre, pour les écouler sur le marché local, et donc de blanchir l'argent qui ont été générés par les trafics de ressources naturelles. Voilà pour le deuxième cas. Et enfin, troisième cas, c'est la création d'une société qui propose des investissements en ligne sur des produits d'exportation tels que vanille ou girofle, des taux alléchants qui peuvent aller du simple au double. Et pour cela, un site web a été ouvert, divers instruments ont été, les instruments de paiement ont été payés, proposés aux potentiels investisseurs tels que virement bancaire, virement par Western Union, ou alors l'utilisation de Skrill ou de PayPal. Le rendement trimestriel de ces investissements pouvait aller jusqu'à 200%. Par la suite, une fois que les sommes ont été virées, ces sommes ont fait l'objet donc de retrait en espèces. Dans ce dossier, l'enjeu financier est de l'ordre de quelques 200 millions de alias. Donc, au bout d'un certain temps, les clients constataient qu'ils ne rentraient pas dans leur investissement, ils n'ont pas eu de retour, d'où plainte pour escroquerie, ce qui peut être considéré comme infraction d'origine. Mais le blanchiment donc, se manifeste par la détention, la dissimulation, l'utilisation et la réinjection des fonds qui ont été utilisés aux clients donc, dans les comptes de la société qu'on a créée donc, pour commettre l'escroquerie. Donc voilà trois cas que nous avons voulu vous partager, donc, qui vous donnent une idée de ce que peut être du blanchiment. Ça peut se faire à Madagascar, mais également dans un contexte transnational, comme le troisième cas que je viens de vous exposer. Donc, pour analyser les montants en jeu dans les dossiers traités par le service, depuis 2015, on a toujours augmenté dans les enjeux financiers des dossiers que nous traitons. Donc, nous sommes partis de quelques 40 millions de alias pour maintenant arriver à quelques 579 millions de alias. Des montants qui sont susceptibles d'être revisés à la hausse ou à la baisse selon les résultats. Mais nous sommes plus enclins à penser que ce sont des sommes qui pourraient être revisées surtout à la hausse au vu des enjeux fiscaux et douaniers, sans parler de l'aspect recouvrement des avoirs au niveau donc, du pôle anticorruption notamment. Voilà. Sinon, pour les réalisations au niveau stratégique, on a collaboré avec la Banque Fouibé de Madagascar dans le cadre de la mise en œuvre de la démonétisation, qui est la conséquence de l'adoption du décret 2019-2135 sur le retrait de certains types de billets. On a donc émis des recommandations, on a travaillé avec la Banque Fouibé de Madagascar dans le volet prévention. Des réalisations au niveau régional et international, on a participé à différents ateliers, tels que l'atelier dans le cadre du programme de l'Union européenne pour le Corne de l'Afrique sur la lutte contre le terrorisme. Et donc on a participé à
un atelier d'échange d'informations sur les risques de criminalité financière et la traite d'êtres humains. D'autres réunions, celles réunissant les services de renseignement financier francophones, une réunion qui s'est tenue à Saly au Sénégal et auquel le Sanefin a été invité, toujours dans le cadre de cette candidature à Egmont. Et donc on a déjà pris une avance donc, par rapport à nos rapports avec nos homologues francophones. Et on a eu au cours de cette réunion justement le soutien de ces homologues-là pour favoriser donc, cette admission attendue depuis plus de 10 ans du service donc, dans le groupe Egmont. La signature de la déclaration commune des pays de l'ARENSA pour le renforcement de l'engagement et des efforts d'échange d'informations entre les pays dans le cadre du recouvrement des avoirs illicites. Ça s'est fait dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'ARENSA et Madagascar a été représenté au cours de cet événement. Mémorandum d'entente avec un service homologue, la NIF de la République du Congo, toujours dans le cadre du renforcement des réseaux des services de renseignement financier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Sinon, des activités d'appui telles que renforcement de la capacité du personnel auprès de différents instituts tels que la Chambre de commerce, le SKE, pour les passations et exécutions des marchés et services et travaux. D'autres réunions, j'ai parlé tout à l'heure de la réunion de l'ARENSA, mais annuellement, le Sanefin est représenté dans le cadre de la réunion du Task Force à l'Essamlac, et 2019 n'était pas en reste donc, parce que c'était d'autant plus l'occasion pour présenter le rapport d'évaluation de Madagascar. Et donc on était donc présent à la réunion du Task Force. Aussi suivi de la réunion du Conseil des ministres de l'Essamlac qui s'est tenu à Eswatini, vous entendez, ex-Swaziland, et auquel Madagascar a été représenté. Évidemment, le Sanefin faisait partie de la délégation ayant représenté Madagascar au cours de cet événement. Voilà, sur le volet administration et finances, donc globalement, on a bénéficié de quelques 5 milliards 319 millions de alliages comme budget, ce qui représente une augmentation conséquente par rapport à 2018, et ça correspond justement à la finalisation de la construction de notre nouveau bâtiment. On a donc été doté à la fois d'un crédit de fonctionnement et d'un crédit d'investissement tel que exposé sur le tableau que je ne vais pas vous détailler parce que vous l'avez déjà en affichage. Pour vous présenter brièvement le bâtiment, le nouveau bâtiment du Sanefin. Donc vous qui nous suivez en ligne, vous avez là donc en photo le nouveau bâtiment du Sanefin. C'est un projet qui a démarré en 2017 avec l'acquisition d'un terrain de 1750 mètres carrés au coût de quelques 297 millions d'alliages. Donc la totalité, la quasi-totalité de nos crédits d'investissement dans le temps. Après la construction des superstructures du bâtiment au montant de 596 millions de alliages, pour 2017 et pour 2018, et pour 2019, la tranche conditionnelle et donc la finition de la construction du bâtiment qui est d'un montant de 1 milliard 917 millions de alliages. Par ailleurs, il a fallu sécuriser le bâtiment parce qu'il ne s'agit
pas seulement d'avoir un bâtiment, il faut sécuriser le bâtiment aux normes requises pour un service de renseignement financier. Et donc, le montant pour cette sécurisation s'élève à quelques 544 millions d'alias. Il a fallu viabiliser également cette infrastructure, notamment la construction de pavés autobloquants ainsi que d'autres aménagements pour viabiliser le bâtiment. Et donc, ça a coûté quelques 451 millions d'alias. Et enfin, l'acquisition de 2 véhicules de transport pour le personnel, parce que, vous l'avez constaté, on est un peu éloigné du centre-ville. Et donc, pour permettre au personnel de Saint-Méphile de s'acquitter de leur devoir d'être présent sur les lieux de l'acquisition de ces 2 véhicules. Donc, au total, le projet nous a coûté 2 milliards 513 millions 889 999 alias. Et ça, c'est juste pour le bâtiment. S'ajoute à cela donc les investissements qu'on a dû faire sur le transport du personnel ainsi que la fiabilité de la structure. Et je tiens à signaler que ce sont des investissements 100% financés par l'État malagasy, ce qui est la preuve d'un réel engagement pour la mission de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Quelles sont les perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux? On ne cessera jamais de répéter la nécessité de renforcer notre dispositif par la création d'un comité national de coordination, par la mise en place d'entités de supervision pour les entités déclarantes, mais aussi par la continuation des réformes nécessaires, notamment la réorganisation du service de renseignement financier pour être efficace à la fois dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais aussi le financement du terrorisme. On n'a pas pu terminer cette réorganisation, mais le service, la mission nécessite cette réorganisation pour plus d'effectivité par rapport à sa mission. Donc la quantification des réformes, mais aussi le renforcement opérationnel. Renforcement opérationnel qui sera obtenu par l'adhésion de toutes les entités chargées d'enquête de police économique et financière dans la plateforme numérique centralisée, projet qui a été initié par le service de renseignement financier. Il faut que tout le monde soit partie prenante dans cette plateforme numérique centralisée pour être plus efficace et être plus diligent dans les enquêtes économiques et financières. Pour l'instant, on a déjà des entités telles que la Gendarmerie nationale, la Police nationale, les douanes, mais on est toujours en attente de nos amis et partenaires tels que le Bianco, les mines, la police des mines, pardon, ainsi que d'autres entités, du moment que ces entités-là œuvrent dans le domaine de la police économique et financière, évidemment dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. La finalisation de l'évaluation nationale des risques, laquelle finalisation va nous permettre de mettre en place la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je vais parler brièvement de cette stratégie pour terminer. Donc c'est une stratégie nationale qui est en cohérence avec non seulement les politiques publiques en matière de bonne gouvernance, mais surtout avec l'actuelle stratégie nationale de lutte contre la corruption initiée en 2015. C'est une stratégie qui est en complémentarité avec l'existant, mais qui tient compte en même temps des spécificités de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Elle est prévue pour être mise en œuvre sur 5 ans et dotée d'un plan de mise en œuvre sur 3 ans, lequel plan va nous permettre à la fois évidemment
mettre en place des actions, mais aussi de faire un suivi et une évaluation pour éventuellement des correctifs à mi-parcours dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie prévue pour 5 ans. Ce serait un condensé des recommandations des processus d'évaluation mutuelle dont je viens de parler, de l'évaluation nationale des risques, mais aussi du vécu de plus de 10 ans dans la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Actuellement en cours de rédaction finale, le document a donc mis à contribution différentes entités du secteur public, la Banque Fouquet de Madagascar, Direction générale des impôts, des douanes, Bianco, Sanifi, les CSI, des acteurs du secteur privé, j'ai parlé des banques, des assurances, mais également des casinos, des agences immobilières, des professions donc du secteur privé qui ont l'obligation, entre autres, de nous faire parvenir des déclarations d'opérations suspectes, mais pas que, parce que ces entités sont aussi tenues de mettre en place leur propre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et justement, la mise en place de cette stratégie entre dans cet effort d'étendre la lutte contre le blanchiment de capitaux à tous les acteurs. Et enfin, des professions libérales telles que avocats ou notaires. C'est un document donc, qui est appelé à être soumis aux autorités aux fins d'adoption, et ici ça va nous permettre de mener la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme avec l'implication de toutes les parties prenantes. Voilà donc en quelques phrases la stratégie nationale, et cela donc par mon intervention sur la présentation du rapport annuel du service de renseignement financier pour le compte de l'année 2019. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous remercions Monsieur le Directeur Général pour son intervention. À présent, nous enchaînons avec les questions-réponses.